a passé 2 mois à interroger des DRH, des CEO, des managers et comprendre ce qui se passait vraiment en interne, au-delà des études. Et elle m'a dit, elle manageait une équipe de 6 personnes. Il y avait 3 ou 4 hommes, je crois. Elle m'a dit, à chaque fois que j'ai fait mon premier entretien, pour parler un peu avec, me présenter et puis échanger avec la personne, tous les hommes, vraiment tous, c'est pas 90, c'est pas 80, tous les hommes, à la fin, ont dit, du coup, j'ai fait un fantastique boulot l'année dernière, voilà, je suis un élément super important de l'équipe, etc. On parle d'augmentation ? Aucune. 0 femme ont demandé une augmentation. 0. Et c'était pire, c'est qu'elles justifiaient le salaire qu'elles avaient. Il faut 90% du négo, c'est ça, dans sa préparation. Plus il y aura de femmes qui iront négocier, plus il y aura de femmes qui montreront que oui, je veux parler d'argent, oui, je veux gagner de l'argent, oui, j'ai investi, oui, je demande une augmentation, moins on aura aussi ce stéréotype de se dire « Ah, la femme a des dents longues ». Donc, quand on va demander une augmentation, on le fait pour soi, on se détache du regard de l'autre, et puis, in fine, on peut se dire qu'on le fait aussi pour toutes les femmes. Je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Woman Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je reçois Alix Bifo, cofondatrice avec Lina Belmadani de La Moisson, une formation et un coaching pour accompagner les femmes dans leurs négociations salariales. Un projet qui a du sens pour ces deux femmes qui ont rencontré pendant plus de 2 mois des DRH, des CEO, des managers pour comprendre pourquoi 66% des femmes ne négocient pas leur salaire lors de leur premier emploi et même plus ne négocient pas ou voire beaucoup moins tout au long de leur carrière. Et les études sur les salaires montrent qu'à temps de travail équivalent, les femmes touchent 17% de moins que les hommes. Alors même si une partie de ce pourcentage s'explique, il reste néanmoins 8% d'écart. La négociation serait une de ces raisons de cet écart salarial. Car aujourd'hui, seulement 34% des femmes osent négocier leur salaire, contre 41% des hommes qui n'hésitent pas à le faire. Pourtant, négocier, ce n'est pas aller à la confrontation, ce n'est pas quémander, c'est un droit qui nous est dû quand on a le niveau requis pour le poste et que notre travail permet à l'entreprise de croître. Négocier, c'est être payé à sa juste valeur, mais c'est aussi s'assurer un avenir, car être à égalité salariale avec un homme, c'est pouvoir avoir une retraite plus importante et investir pour son avenir. Pourquoi les femmes ne négocient pas ou peu ? Cause culturelle, syndrome de la bonne élève, légitimité, manque de confiance, la peur, autant de sujets qui expliquent le problème sur lesquels nous avons échangé avec Alix, qui est elle-même une négociatrice hors pair et qui nous aide à faire tomber tous ces tabous. Au cours de cette interview, Alix nous confirme que 90% d'une bonne négociation se prépare et elle partage avec nous des techniques de négociation qui fonctionnent. Je vous invite à découvrir ce beau projet, La Moisson, à travers cette interview, encore un épisode sur un sujet qui vous tient à cœur, celui de l'argent. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur Apple Podcast. Enfin, si vous voulez être au courant des prochains épisodes qui sortent, je vous invite à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bien, bonjour Alix. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour parler notamment de négociations salariales aujourd'hui avec toi. Merci, je suis ravie aussi. Mes sujets de prédilection, j'adore. Pour commencer, je vais te demander de te présenter pour celles qui écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Très bien. Alors, je m'appelle Alix Bifo, je suis cofondatrice de La Moisson, donc l'entreprise qui aide les femmes à mieux négocier leur salaire avec la grande vision de faire disparaître totalement toutes les disparités salariales et les inégalités salariales en France. Et en ce qui me concerne et mon parcours, on va dire que j'ai eu le parcours un peu classique, c'est-à-dire tu fais les bonnes écoles, tu fais les bons stages dans les bonnes boîtes, voilà, tout est un peu parfait. Et puis, je me suis retrouvée à un moment donné à la fin de mes études et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je rentre, encore une fois, est-ce que je fais ce qu'on attend de moi ? Et je me suis dit, non, franchement, je me vois pas encore refaire des Excel, des PPT toute la journée, des choses qui n'ont pas de sens. Et je me suis du coup lancée à 100% et à temps plein dans La Moisson.
Et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Très bien. Est-ce que tu peux juste, Alix, revenir justement un peu sur ton parcours professionnel avant d'arriver à la moisson? Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, bah, je l'ai un peu mentionné précédemment, mais c'est vrai que j'ai eu ce parcours un peu typique, c'est-à-dire que je suis rentrée à Sciences Po avec une idée quand même en tête. Je voulais être la première femme présidente noire de France, parce Ah que je me oui, suis dit, c'est quand même dingue, je vois pas beaucoup de femmes noires à la télévision. c'est Et je me suis dit, bah, ça serait chouette que je devienne justement présidente. Voilà, c'était vraiment mon ambition, grande ambition. Puis je suis rentrée à Sciences Po, je me suis rentrée un peu dans le milieu politique et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas finalement pour moi, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à faire. J'ai ensuite continué avec un master en finance et j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat. J'ai essayé de monter une première structure en Afrique qui a été un échec total d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et, exactement. et puis ensuite, je suis revenue en France, donc j'ai fini mon master, j'ai enchaîné avec un autre master à l'ESCP, et puis un stage de fin d'études dans une grosse boîte de la tech. Et puis après ce stage de fin d'études, justement, on m'a dit, voilà, c'était le moment d'accéder au CDI. J'ai eu 5 offres d'embauche devant moi avec de très jolis salaires, vraiment même des fois plus que je ne pouvais espérer. Et j'avais toute cette pression sociale qui me disait, bah fonce, c'est bon, tu commences à remplir un peu, à cocher toutes les cases une à une. Et je me suis dit, bon, bah non, stop, c'est bon, j'arrête. Pour une fois, je vais prendre une décision qui est 100% pour moi. Et seulement parce Mm. qu'en fait, je veux être heureuse et être investie à 100% dans ce que je fais. Et cette Exact. décision, bah, ça a été pas forcément de choisir les CDI avec un beau salaire à la fin du mois, mais de rejoindre la moisson et de rejoindre et de construire la moisson avec Lina, mon associée. D'accord. Donc, du coup, tu as choisi toi-même de prendre une direction, tu as suivi plutôt ton intuition que, on va dire, entre guillemets, un peu la norme. Exactement. Et puis surtout, tu sais, j'aime bien dire aux gens, c'est chouette d'avoir un boulot, mais quand je vois qu'il y a des personnes qui se couchent le dimanche soir avec tu sais, cette boule au Cette ventre boule au en se ventre, ouais, disant, tout à fait. mais je vais débuter le lundi et j'ai encore 5 jours et le lundi, la première chose qu'ils font, c'est regarder, bon, ok, est-ce qu'il y a des jours fériés, est-ce que le week-end il arrive, est-ce que j'ai prévu des choses? Franchement, Mm. c'est pas la vie que je voulais mener. Je me suis dit, autant être investie à 100%. Et tu vois, aujourd'hui, je me réveille le matin et je suis trop heureuse, en fait. Et je me couche et je dis, bah, ok, j'ai fait quelque chose de ma journée. J'ai aidé des personnes, j'ai appris des choses et je suis heureuse, tu vois. Et c'est ce qui compte le plus. Bah, c'est très important. Et exactement, comme tu le dis, c'est ce qui compte le plus. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré, donc, parce que normalement, Lina devait être avec nous aujourd'hui, donc elle n'est pas Ouais. là. Mais est-ce que tu peux nous dire, alors, comment vous vous êtes rencontrés et comment est née La Moisson, qui, je le rappelle, donc c'est une plateforme de formation pour venir en aide aux femmes, pour les aider dans la négociation salariale. Bien d'accord. Exactement. À mieux négocier leur salaire, effectivement. Alors, ça a été une histoire assez un peu improbable, mais j'ai l'impression que toutes les histoires sont aussi de rencontres, les plus belles en tout cas sont les plus improbables également. Exactement, ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaillais à l'époque dans un startup studio Pareto, donc je bossais voilà, en tant que c'était à côté de mes études. Euh, et Lina avait postulé. Je lui ai fait passer ses entretiens de recrutement, etc. Elle a été prise. Moi, je suis partie à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à monter la moisson. Donc, je l'aidais en parallèle, parce qu'on avait été en contact, etc. Donc, d'un point de vue très professionnel, on s'appelait de temps en temps, je l'aiguillais, et puis je me sentais de plus en plus investie émotionnellement dans le projet, dans la mission. Je voyais des femmes qui, tous les jours, osaient négocier leur Ouais. salaire, qui obtenaient des augmentations. Et du coup, je l'ai suivi vraiment pendant toute la fin de mes études. Bah, je l'ai suivi dans la création de la moisson de manière plus ou moins investie. Et en fait, jusqu'à ce que ça devienne mon projet et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est ton projet, Alix. C'est autant ton projet comme celui de Lina et on forme un duo qui est assez cool avec des personnalités très différentes. Lina, c'est peut-être la personne un peu plus rêveuse qui va dire, OK, on va faire ça, qui a 10 milliards d'idées à la seconde. Et puis Ouais. moi, je suis un peu plus en train, OK, on va se restructurer, on va faire ça d'abord, on va monter une pierre par une pierre. Et, euh, et on va construire, en tout cas, on espère, une énorme structure qui aidera toutes les femmes à négocier leur salaire.
Mais du coup, voilà, on a créé un petit duo. Et pour la petite anecdote, la petite histoire, j'espère qu'elle m'en voudra pas de dire ça. Mais on s'est retrouvés un moment à vivre ensemble, carrément, D'accord. dans un T2 à Paris. C'était vraiment au début de la moisson, on galérait un peu. Et, euh, on a dû partir, on a dû déménager parce qu'en fait, se retrouver à 4 heures du matin en insomnie, commencer à parler de la boîte, ça devenait un peu trop D'accord, compliqué. ouais. Mais ouais, C'est on a devenu carrément. votre projet de vie en commun, quoi. Ouais, c'était un peu too much. Mais voilà, on a carrément vécu ensemble et du coup, on est amis et associés et je trouve que c'est assez chouette. Ça, c'est chouette, ça, c'est top, hein. Bah, justement, pour entrer dans le vif du sujet concernant le salaire par rapport les hommes par rapport aux femmes, les femmes par rapport aux hommes, on a quoi, ce que j'ai vu au niveau des chiffres. Donc, on a 17% de moins à temps de travail équivalent. Donc, les femmes touchent 17% de moins que les hommes. Donc, il y a une partie qui s'explique par le fait qu'il y a des métiers qui sont essentiellement féminisés, entre guillemets. Donc, Exactement. tout ce qui est Mm. notamment dans le domaine médical, infirmière, sage-femme, Exactement. ou encore même dans le domaine de la beauté. Donc, on retrouve beaucoup de femmes et c'est des métiers qui sont Mm. sous-payés, faut le dire, mal payés pour ce qu'ils font. Et puis, et puis, il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont leur carrière professionnelle qui est ponctuée par des congés maternité, Exactement. des grossesses, des arrêts, des temps partiels. Mais une fois qu'on enlève tout ça, il reste à peu près, ce que j'ai vu, 8%. Exactement. J'ai mal à Ouais. expliquer, qui viendrait certainement du fait que les femmes ne négocient pas leur salaire. Alors, donc, j'ai vu les chiffres, c'est assez gros, hein, 66% des femmes ne négocient pas leur premier salaire. Les femmes ne négocient même pas pendant tout le long de leur carrière. Exactement. Donc, alors, comment on explique le fait que les femmes ne négocient pas leur salaire? Qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant justement sur votre projet La Moisson? Déjà, vraiment merci pour les chiffres, parce que je pense que c'est important de rappeler aussi les vrais chiffres, qu'effectivement, et on peut travailler un peu sur les différents angles, hein, mais tu vois, tu l'as très bien mentionné, il y a 17%, c'est vrai que c'est le chiffre qui fait un peu peur, ça s'explique. Après, si ça s'explique, est-ce que c'est excusable? Enfin, voilà, c'est pas la question, Ouais. mais en tout cas, on le comprend et on peut travailler dessus. Là où était la problématique, c'est de se dire, bah, dans ces 8%, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et je pense pas que la négociation puisse expliquer les 8%. Par contre, ça en explique une grande partie. Et donc, si on peut commencer, il y a beaucoup de facteurs. Mais déjà, le premier, c'est que on se rend compte que plus on accède à des postes à haute responsabilité, plus négociation doit y avoir. Et donc, forcément, sachant que déjà, il y a moins de femmes dans les postes à haute responsabilité et qu'elles négocient moins, les écarts salariaux sont beaucoup plus importants et donc ça impacte énormément ce chiffre de 8%. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie de Galion, qui est sortie récemment sur les Échos, qui expliquait l'énorme écart salarial qu'il y avait entre hommes et femmes dans les postes start-up, etc., haute responsabilité. C'était assez important et qui, en fait, démentait le fait que ces écarts étaient en train de se resserrer. Et on parle, voilà. Parce qu'on voit très bien qu'en plus, que plus on grimpe au niveau des postes à haute responsabilité, plus l'écart salarial est de plus en plus grand. Et donc impacte plus largement les chiffres. Et ce qui est d'autant plus malheureux, parce qu'en fait, on se dit qu'une des compétences, on va dire, nécessaires pour accéder à ces hauts postes, il y a du management, il y a du budget. Donc, c'est des personnes qui doivent négocier quand même au quotidien. Et se dire que les femmes n'y arrivent pas, c'est un peu... Voilà, ça fait mal. Et donc, la question de pourquoi les femmes vraiment n'osent pas, il y a déjà une réponse, c'est vraiment ce syndrome de la bonne élève. Et je pense qu'on en parle. Et c'est cool parce que les gens commencent à en prendre conscience. Mais il faut en prendre conscience, en fait, et on le verra jamais assez. Cessons d'attendre que notre manager vienne à nous pour demander une augmentation. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ça arrive pas, je pense. Voilà. Dans 90% des cas, ça va pas arriver. Ça nous est arrivé une fois où j'ai eu au téléphone une femme qui m'a dit, mais en fait, j'ai eu 20 ans de carrière. Et tous les ans, c'est mon manager qui venait et qui me disait, t'as bien travaillé, je t'offre une augmentation. Et elle a changé de job. Et je lui dis, mais ton manager était incroyable, en fait, on en veut plus des managers top. comme ça. Exactement. Ouais. Incroyable. Mais du coup, effectivement, elle a changé de job et c'était pas la même chose. Ah oui, bah oui, non, et là, du coup,
Exactement. Et du coup, là, elle se faisait pas augmenter. Et donc, bon, elle est venue avec nous, on lui a donné des bases, mais voilà, c'est vraiment se dire que là, ce cas, c'est un cas spécial. Et on Mhm. a vraiment parlé avant de monter la moisson, déjà nous-mêmes pour nous sentir légitimes et vraiment comprendre les mécanismes. On a passé 2 mois à interroger des DRH, des CEO, des managers et comprendre ce qui se passait vraiment en interne, au-delà des études. Et, Mhm. euh, et je me rappelle vraiment de ce coup de téléphone. Je crois que ça m'a marqué toute ma vie. Enfin, ça va me marquer pour toute ma vie et je pense que c'est super important. C'est une femme qui avait, je sais pas, 50 ans, qui a accédé à un très haut poste et très beau poste aussi dans une grande entreprise avec des salaires assez conséquents. On parle là de plus 100, 120K, 130K, Mhm. sans bonus. Et elle m'a dit, elle manageait une équipe de 6 personnes. Il y avait 3 ou 4 hommes, je crois. Elle m'a dit à chaque fois que j'ai fait mon premier entretien pour parler un peu avec, me présenter et puis échanger avec la personne, tous les hommes, vraiment tous, hein, c'est pas 90, c'est pas 80, tous Mhm. les hommes à la fin ont dit, du coup, j'ai fait un fantastique boulot l'année dernière, voilà, je suis un élément super important de l'équipe, etc. On parle d'augmentation. Aucune, zéro femme ont demandé une augmentation. Zéro. Ouais. Et c'était pire, c'est qu'elles justifiaient le salaire qu'elles avaient en disant bah, j'ai ça parce que voilà. Comme si elles se sentaient même pas légitimes Mhm. d'avoir ce salaire. Elles acceptent plus facilement enfin de gagner moins que les hommes en fait. Donc, parce que Ouais. quelque part, est-ce que, comme tu disais, le syndrome de la bonne élève, c'est de se dire, moi, c'est pas le salaire le plus important, mais c'est les valeurs, c'est ce que j'apporte à la boîte. Je pense qu'il y a ça dans un premier temps. C'est vrai que une femme, j'ai plein de femmes qui me disent mais je vais pas négocier, ils m'ont quand même prise. Tu vois ce sentiment de redevance, en se disant que du coup je suis redevable à l'entreprise parce qu'elle m'a fait une faveur et du coup je vais pas demander en plus d'avoir un salaire plus élevé. Euh, Bon, déjà, c'est faux, parce que c'est pas un service qu'on rend à l'entreprise. Si l'entreprise embauche vraiment, toi, de l'autre côté, c'est qu'il y a des besoins et c'est qu'il y a un besoin pour accroître les performances de l'entreprise, le chiffre d'affaires. Toutes les fonctions, vraiment, il faut le rappeler, ont pour but d'accroître, in fine, un chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça n'existe pas, on ne prend pas un poste pour rien. Que ça soit RH, comptabilité, communication, même RSE, il y a un but, c'est de faire croître l'entreprise. Donc, chaque poste, chaque fois qu'une femme est embauchée quelque part, ou non, enfin, chaque fois qu'une personne est embauchée quelque part, elle rend service à l'entreprise. C'est Ouais. pas, voilà, c'est une adéquation produit-marché. Donc déjà, il faut retirer cette manie de se dire je suis redevable de quelqu'un. Non, c'est un produit, c'est un marché, on a un produit, voilà, c'est un service et il y a Oui, une c'est adéquation. un échange. Mm. Et deuxièmement, il faut se rappeler que personne, et où j'attends la première personne qui va me dire le contraire, ne paye ses factures grâce à la bonne la gratitude ou grâce à un bon compliment de la part de son manager. Ça n'existe pas. Et même notre manager doit payer à un moment ses factures à la fin du mois. Ça, c'est une réalité. C'est des actes qui sont tangibles. Donc, Mhm. la rémunération, c'est vraiment la première récompense tangible pour avoir bien travaillé, pour avoir travaillé. Et demander une augmentation, c'est pas se dire que je vais travailler plus. Demander une augmentation, c'est se dire je suis récompensé pour le travail que j'ai effectué l'année dernière. Donc je ne demande pas une augmentation pour une plus travailler l'année prochaine. Non, c'est parce que j'ai bien travaillé, donc je suis augmentée. Parce que j'ai gagné en compétences, donc je suis augmentée. Ouais, c'est tout à fait logique. Et qu'est-ce que vous avez découvert justement pendant ces 2 mois où vous avez échangé avec des DRH et des fonctions différentes sur la manière dont les femmes négocient ou non leur salaire? Donc déjà, oui, effectivement, d'une part, elle se sent redevable, donc négocie moins. C'est pas qu'elle aime moins l'argent, hein. Je pense qu'une femme, honnêtement, aime l'argent, après, que ça soit des causes structurelles, historiques, etc. C'est juste qu'on est moins habitué, finalement, même pour l'ouverture Oui, d'un compte bancaire, hein. Les femmes ont eu plus tardivement l'accès au compte bancaire. Et quand on regarde même l'investissement, il y a moins de femmes. Est-ce que c'est parce qu'on aime moins l'argent ou parce qu'on est moins éduqué à parler d'argent? Et parce que parler d'argent en étant une femme, c'est peut-être un peu plus tabou qu'un homme. Voilà, peut-être qu'il y a des causes structurelles. Mais ça, c'est le premier point. Le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle n'ose pas. Et le troisième point, pardon, c'est qu'on arrive à un moment donné où une femme dans son parcours a aussi pu
plus peur de la confrontation et va se dire qu'en allant négocier, il y a confrontation, il y a possiblement conflit. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on a tendance aussi en tant que femme de pas forcément aller Ouais. vers le conflit naturellement, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, une négociation, c'est pas forcément un conflit, hein. Et je tiens à le rappeler, hein, quand on va négocier avec son manager, on va pas négocier avec un négociateur du RAID. Et d'ailleurs, même les négociateurs du RAID, honnêtement, ne vont pas dans le conflit. Une Totalement. négociation, c'est une discussion, c'est une entente. J'ai des intérêts, je veux en discuter, je veux voilà augmenter mes intérêts. Et on va essayer de faire converger, de faire converger. Ah, j'ai un problème. Oui, de converger vers les De mêmes, converger, voilà, pardon, vers les mêmes intérêts, en vers tout les cas mêmes pour. intérêts. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point très très important. Et aussi, le problème que j'ai remarqué, en tout cas, c'est qu'une femme va avoir un problème de légitimité par rapport à son travail. C'est-à-dire, Ouais. j'ai des bons résultats, ou j'ai bien fait quelque chose, j'ose pas trop en parler, j'ose pas le mettre en avant, j'attends qu'on vienne me dire que j'ai fait un bon travail. J'ai également une problématique où en fait je peux avoir des compétences, mais tant que je suis sûre de ne pas les avoir acquises à 100%, je vais pas essayer de dire bon bah je les ai. Je vais dire je suis en cours d'apprentissage. Là où un homme va dire par exemple bah, donne-moi cette mission, je sais que j'ai les compétences et va apprendre sur le terrain. Et donc forcément, in fine, bah, plus un homme prend des responsabilités, plus il dit qu'il a des compétences. Après, je pense que c'est logique. Plus il va être augmenté et mieux il va être payé. Plus il se sentira légitime d'aller demander une augmentation. Donc, c'est le cercle, en fait. Mais effectivement, comme tu disais au départ, il y a la partie aussi, tout ce qui est ancrage au niveau de l'éducation, au niveau du parcours, en fait, du travail des femmes. Jusqu'à à peu près les années 60, on avait quand même, il y avait deux grilles de salaire. Il y avait une grille des salaires des femmes et celui des hommes. Donc, et les femmes gagnaient en moyenne quand même 70% de moins. Donc, c'était assez énorme avant qu'on arrive à cette égalité salariale qui aujourd'hui, en fait, elle n'existe pas vraiment puisque les femmes ne négocient pas et il y a toujours cet écart qui existe. Et puis, il y a aussi l'image aussi qu'on a de la femme qui négocie, donc qui joue aussi quelque part. Donc, une femme qui négocie, on va la voir peut-être comme quelqu'un aussi, ce qu'on disait Hélène Garbi, avec qui on avait échangé justement sur l'investissement, c'est l'image d'une femme qui est plutôt qui a les dents longues, on va dire. Donc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, et si elle négocie pas, donc elle perd financièrement, et si elle le fait, il y a une image qui est pas positive. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si vous l'avez constaté aussi avec les femmes avec qui vous avez échangé. Totalement, totalement. Après, et ça peut-être que c'est d'un point de vue très personnel, mais je dis toujours que on peut pas avoir un impact décisionnel sur ce que les autres pensent de nous. C'est pas possible. C'est hors de notre champ. On peut finalement être maître que de nous-mêmes et de nos propres actions. Donc on sera jamais, enfin je veux dire, on pourra jamais dire bon bah je vais aller négocier et j'aimerais bien que l'autre me dise que voilà j'ai pas les dents longues, etc. Ça n'existe pas dans aucun monde malheureusement. Donc la seule chose à faire, c'est d'y aller, quel que soit ce que la personne pense de toi finalement, bah t'y vas, tu négocies. Et tant pis si elle pense que t'as les dents longues. Honnêtement, toi, ton intérêt, c'est d'avoir ta C'est négociation. d'avoir son salaire. C'est d'avoir ce que tu mérites d'ailleurs. C'est d'avoir ton augmentation. Donc fonce. Et quand les femmes me disent ça en me disant oui, mais j'ai peur que, eh bah tant pis. Et plus de femmes, plus il y aura de femmes qui iront négocier, plus il y aura de femmes qui montreront que oui, je veux parler d'argent, oui, je veux gagner de l'argent, oui, j'ai investi, oui, je demande une augmentation, moins on aura aussi ce stéréotype de se dire ah, la femme a des dents longues. Donc, quand on va demander une augmentation, on le fait pour soi, on se détache du regard de l'autre, et puis, in fine, on peut se dire qu'on le fait aussi pour toutes les femmes. Exactement. Je trouve que c'est très important de dire ça parce que c'est aussi casser ces barrières-là, c'est aussi le faire pour toutes. Parce que j'ai vu aussi des études américaines qui est assez effrayantes, enfin effrayantes. C'est de voir que tu avais des managers qui préféraient travailler avec des femmes qui ne négociaient pas leur salaire à compétences égales. Donc du coup, si elle négocie pas, donc peut-être qu'elle sera moins chiante au boulot. Donc je préfère travailler avec ce genre de femmes.
Donc, comme tu dis, si tout le monde s'y met, c'est aussi nous changer un peu la vision qu'on peut avoir de la femme. Ils font beaucoup d'études, les Américains, là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que les femmes sont très fortes. Même en France, on a fait une étude là-dessus. Elles sont très fortes pour négocier pour les autres, mais pas pour elles-mêmes. Ouais. Donc, si je veux négocier pour ma collègue, je vais la défendre ardemment parce que ça fait partie de mes valeurs et de l'éducation qu'on nous donne. Donc, d'être toujours gentil, d'être dans la défense des autres. Exactement. Alors que l'homme, on va lui apprendre à plutôt avoir le pouvoir pour lui-même d'abord. Exactement. Donc, je suis 100% on n'est d'accord. pas mauvaise en négociation, mais on est mauvaise pour nous-mêmes. Mais pas du tout. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aux femmes. Hein. Il y en a qui m'appellent mais terrorisées en me disant mais je vais aller négocier, mais je ne sais pas négocier. Je ne sais pas. Et à chaque fois, bon, déjà, je le rappelle encore une fois que son manager, c'est pas un négociateur du RAID. On va pas être sur une négociation super compliquée avec des actes diplomatiques. Ça, voilà, ça reste une conversation. Et d'autre part, si, en tout cas, en plus, si la femme a des enfants, je dis, mais imagine si tu allais négocier pour ton enfant. Comment ça serait? Et dis-moi, assure-moi que tu n'as jamais négocié pour ton enfant. Et puis même, la négociation, ça se pratique tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, hein, quand j'étais avec mon petit frère, quand j'avais 10 ans, et que je devais négocier, tu sais, pour mon programme télé, mais je négociais comme jamais. Et pourtant, j'avais même jamais ouvert un bouquin de négociation. Donc, on sait tous négocier, on a tous des bases de négociation. Bien sûr, on peut devenir meilleur, mais il faut pas avoir peur. Et c'est vrai que c'est compliqué de négocier pour soi-même. Et il y a un petit exercice qui est assez intéressant, qui est l'exercice de l'alter ego, qui permet, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ça permet en gros de te mettre à la place de quelqu'un d'autre qui t'inspire, que tu admires, d'essayer de prendre ses caractéristiques et de se dire, ok, c'est vraiment, ça fonctionne pour des laps de temps très courts, hein, bien entendu, mais de se dire, bah, pendant 1 heure, je vais me mettre dans la place de cette personne, je vais faire dans la peau de cette personne, je vais faire comme si j'étais elle et j'y vais. Et honnêtement, bah, études américaines encore, franchement, ils sont forts ces Américains pour toutes ces études qui nous sortent. Mais ça a un énorme impact sur ta performance. Sur la performance, de se mettre jouer, à la place, de jouer le rôle en fait. Exactement. D'accord. Donc ça fait partie de tes conseils. Est-ce que tu as d'autres conseils justement pour les femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas aller négocier leur salaire? Alors, bon, déjà, il y a la négociation pure et dure, mais j'aimerais bien rappeler qu'une négociation, c'est pas que de la négociation, et c'est vraiment aussi ce que nous, on essaye d'imbriquer dans notre formation, c'est de se dire que tu as de la confiance en toi. Tu as déconstruire tes croyances limitantes. En fait, c'est un peu tout ce dont on va parler, tu vois, genre là, ça fait quoi, 22 minutes qu'on parle, on n'a pas encore abordé vraiment une technique de négociation. Et même en termes de freins, on parle de croyances limitantes, on parle de tabous, on parle de légitimité, de confiance, d'expression orale, à la limite de posture, mais pas encore de négociation. Et déjà, pour moi, le premier pas pour oser négocier, bon, déjà, c'est d'oser vraiment, je répète, allez-y, et au pire, c'est un non, et c'est pas grave. Mais surtout, c'est de se dire que faire un travail sur soi-même et aller négocier. Et franchement, j'ai des femmes, des fois, qui viennent vers moi. Malheureusement, elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient, mais elles me disent, mais Alix, déjà, rien que le fait d'y être allée, d'avoir eu le courage de me dire qu'en fait, moi, je valais tant, et de l'exprimer, de dire non, je veux tant, de ressortir de l'entretien, de ne pas avoir bégayé, de ne pas avoir, de ne pas m'être justifiée, et je me sens tellement mieux, je me sens plus en confiance, je me sens plus en confiance professionnellement, et plus tu te sens en confiance professionnellement, plus tu t'épanouis, plus tu deviens performante, puis normalement, plus tu as une augmentation. Exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, faire un travail sur soi-même, comprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de tes épisodes d'ailleurs qui parlent de ça. J'ai écouté le dernier avec Laura déjà sur l'ambition, avoir l'ambition, voilà, d'y aller, de dire je vaux ça, avoir le courage de dire bah c'est bon, le tabou, l'argent, j'ai le droit d'aimer ça, j'ai le droit d'en vouloir, je me sens légitime, j'ai fait un bon travail, de vraiment avoir des actes très tangibles. Ça aide beaucoup de se dire, bah ok, cette année, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Et donc là, tu prends une feuille et tu listes toutes tes réussites. Parce qu'on a tendance à oublier les réussites, honnêtement. C'est quelque chose... on pense aux échecs, mais vraiment. Mais même moi, des fois, ça m'arrive de repenser à des erreurs que j'ai fait il y a 5 ans. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je vais repenser à une réussite que j'ai eue il y a 5 ans? Pas tout le temps. C'est le cerveau qui est comme ça. Voilà. Ça, on va retenir nos erreurs plutôt que nos réussites. Exactement. Donc voilà, faire ce travail. Qu'est-ce que j'ai fait au travail cette année? Essayer de le chiffrer, parce qu'en fait, les chiffres d'ailleurs, c'est irréfutable. Donc c'est bien. Essayer d'avoir des traces écrites. Ça, c'est des éléments tangibles. Donc c'est vraiment une première dimension de la négociation,
d'arriver et d'avoir des éléments tangibles. J'ai fait ça. J'ai fait une étude de marché. J'ai fait une étude de marché de mon entreprise. J'ai rapporté tant à l'entreprise. Je suis actuellement payé tant et je vaux tant. Ça, c'est vraiment le premier point. Faire ce travail de chiffrage, d'éléments tangibles qu'on peut apporter à la discussion pour se baser sur quelque chose. Le deuxième élément, c'est la confiance. Donc ça, on en a un peu parlé. C'est vraiment, c'est de se dire, j'y vais, je suis en confiance, je me sens légitime parce que je me base sur ces éléments tangibles, parce que je me base sur des éléments peut-être aussi non tangibles. J'essaye de gérer mon stress parce que le stress, c'est le pire ennemi en entretien. On bafouille, on bégaye et puis on ressort et c'est la frustration. Ouais. Vraiment. Et puis, quel pire, tu sais, quand des fois, tu es sous la douche et tu te dis, mais pourquoi j'ai pas dit ça ou pourquoi j'ai oublié ça? Oui, ça nous arrive très souvent. Ouais. Voilà, donc vraiment... faut le préparer, quoi. Faut préparer. 90% d'une négo, c'est ça, dans sa préparation. Puis ensuite, il y a tous les éléments stratégiques. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais qu'est-ce que tu veux vraiment quand tu vas négocier? Est-ce que vraiment tu veux 10K de plus sur ton salaire? Ou est-ce qu'en fait, tu as besoin de plus de temps? Est-ce qu'en fait, tu as une charge de travail qui est trop importante? Quel est vraiment ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est de gagner plus? Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir plus de responsabilités parce qu'in fine, tu veux atteindre un certain poste, parce que tu veux être formé? Ou est-ce que ton objectif, c'est d'avoir plus de temps? Et tous les objectifs sont valides. Mais il faut juste vraiment le comprendre parce que combien de personnes vont négocier un salaire, puis se bafouillent, ils n'y vont pas à 100% et puis l'obtiennent des fois et en fait quittent l'entreprise après. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'elles veulent réellement. Donc, on va négocier, on négocie pour ça et on négocie ce qu'on veut. Donc, déterminer ce qu'on veut, déterminer nos objectifs, ce qui va nous rendre heureuses. Et on négocie pour nous sur le court terme, mais on négocie aussi pour nous dans 5 ans. Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Et qu'est-ce qu'on va négocier pour atteindre ça? C'est super important. Et il y a aussi la dernière dimension qui est la dimension de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on va en négo. On a beau être préparé à 100%, avoir tous ces éléments, être bien dans sa tête, avoir listé ses objectifs. Si tu prends pas en compte en l'autre ta négociation, tu vas la rater. Parce que dans une négociation, vous êtes deux. Tu peux pas négocier tout seul. Ça n'existe pas. Ou alors, j'aimerais bien connaître ce mythe. Ça serait génial et on obtiendrait tout ce qu'on veut. C'est sûr. Mais ouais, c'est super important de se dire que c'est une discussion, qu'il y a l'autre aussi. Et il faut comprendre. Dans l'échange, qu'est-ce que l'autre peut faire. Déjà, quel est son champ de responsabilité. Parce que si tu vas négocier avec la mauvaise personne, tu perds ton temps et tu fais perdre ton temps à la personne en face de toi. Quels sont ses impératifs? C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qu'il peut te donner? Est-ce qu'il a une enveloppe en début d'année, il doit répartir ça dans toute l'équipe? Est-ce qu'il a vraiment un pouvoir? Voilà, faut comprendre en fait. C'est lui, ses ressources et surtout ses intérêts. Et c'est pour ça que je dis dans une négociation, mais laisse parler la personne. Une fois que tu as compris ce que l'autre veut, tu as gagné ta négo. Parce que du coup, il faut juste prendre ton intérêt, prendre le sien et essayer de trouver l'intérêt commun. Et de lui dire, en fait, j'arrive, et pas lui dire, je veux 10K. C'est lui dire, en fait, si tu me donnes 10K de plus, déjà, j'ai augmenté mes performances de l'équipe, mais du coup, je serai beaucoup plus sereine. Donc, en fait, je vais te faire tripler ton chiffre d'affaires. Ça me permettra de me payer une formation en langue. Et du coup, en fait, je vais pouvoir prendre plus de responsabilités, etc. Faut vendre une vision. Et la vision, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour la vendre d'ailleurs. Hein, c'est pas un travail de fou. C'est juste savoir qui on est et ce qu'on veut. Et ce que l'autre veut. Donc ça, c'est vraiment tout le travail préparatif. Puis après, il y a plein de techniques. Et si tu veux, on pourra en aborder quelques-unes. D'accord. C'est comme ça que vous avez construit justement avec Lina votre programme de formation. Comment Exactement. Vous avez construit par rapport à tout ça? Mais est-ce que je reviens un peu en arrière, est-ce que vous avez vécu ça en termes d'expérience professionnelle dans votre expérience parcours, que ce soit Lina ou toi justement, le fait de négocier, de pas trop savoir, ou vous avez appris sur le tas? Comment vous avez appris justement la négociation? Bon, déjà, et tu vois, c'est vraiment le point que je disais tout à l'heure. Avec Léna, on est très différentes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de notre duo et la beauté de la formation. Et ça se voit dans notre expérience avec la négo. Personnellement, j'ai toujours négocié. Parce que j'ai eu aussi un exemple, faut le dire, et je pense qu'on vient tous, on a tous des exemples ou pas. Moi, ma mère, j'ai toujours vu négocier tout le temps, partout.
culturellement, je pense qu'il faut aussi en parler culturellement. Moi, je suis métisse. J'allais en Afrique, je passais des étés en Afrique et en C'est Afrique, tu vrai. négocies. On C'est négocie. juste, c'est ça. Et c'est pas tabou, il y a pas de question, c'est t'arrives, tu négocies. C'est ça, oui, c'est pareil, dans les souks, nous. Voilà, et c'est quelque Ouais, c'est chose pareil. Ouais, c'est de vrai. banal. J'ai banalisé un peu la négociation. J'ai vu ma mère le faire et le refaire dans des situations, voilà, les plus improbables. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours négocié. J'y suis toujours allée. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes aussi pour négocier. Donc, j'ai vécu aussi le fait d'arriver, de demander quelque chose et qu'on me dise, en fait, on n'a pas apprécié le fait que tu négocies, du coup, on ne prend pas. Et du coup, tant mieux. Au début, ça fait un petit coup hein, quand même. Hein. Mais Ouais. avec du recul, je me dis, bah tant mieux tant mieux C'est que que c'était j'y pas suis le pas bon allée. endroit, en fait, ouais. Exactement. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours aux femmes. À un moment donné, si on vous rembarre d'une manière vraiment désagréable et méprisante, Mm. mais c'est tant mieux. C'est un red flag. Partez. Vous n'avez rien à Oui, faire dans c'est que cet c'est pas le endroit. bon endroit, ouais. Exactement. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance par rapport à ça. J'étais la mieux payée de mon master à la fin, etc. J'ai eu toujours un rapport avec la négociation très, Très voilà, j'ai saine, toujours quoi. aimé, très saine. J'ai Mm. toujours aimé négocier. Et après, donc pendant notre apprentissage, j'ai découvert aussi d'autres matrices parce que c'est vrai que j'étais très portée sur moi. Et puis j'ai découvert aussi l'autre, l'importance d'écouter l'autre, l'importance voilà, de comprendre aussi un peu l'environnement qui nous entoure. Et après, moi, les techniques de négo, tu vois, si tu parles avec Lina, elle va te parler de beaucoup de croyances. Moi, je vais te parler de techniques de négo. J'adore. J'adore me dire, OK, je peux renverser la tendance. Lina, et du coup, je parle un peu en son nom, mais très rapidement, elle, ça a été la personne qui n'osait pas négocier, qui était très, très timide et qui a toujours eu beaucoup, tu vois, typiquement, négocier pour les autres, elle y arrive du feu de Dieu. C'est-à-dire que je l'ai déjà Ouais. vue négocier pour moi, comme moi-même, je n'aurais pas pu négocier pour moi. Donc, Alors super que c'est une très bonne négociatrice, négociatrice, déjà, donc c'est qu'elle sait mais très mais bien pour négocier. elle, catastrophe. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a beaucoup travaillé avec les coachs. Donc, nous, on travaille avec des psychologues, on travaille avec des coachs en bien-être professionnel, en épanouissement, voilà, déconstruction de ses croyances, etc. Elle travaille beaucoup sur l'aspect, déjà, se comprendre, se connaître, et c'est d'outrepasser cette peur que tu vas avoir de négocier. Et après, la négociation arrive. Et tu vois, dans notre formation, tu passes 2 semaines, on touche pas à la négo. C'est-à-dire que on est là, on essaie de comprendre qui tu es, ce que tu veux, dans quelle direction tu veux aller, quels sont tes besoins, quelle est ta typologie de personnalité aussi, parce que tu vas aller négocier en fonction de qui tu es. Tout le monde ne négocie pas de la même manière, et heureusement, vraiment. Un jour, j'ai essayé de négocier avec humour. Honnêtement, ça a été le plus grand raté de toute ma vie. Voilà, donc essayer de comprendre qui t'as devant et de combattre ce tabou de l'argent, comprendre la peur que tu as envers la négo. Et après, on arrive sur la question de, avant de savoir, bon, déjà, comment c'est savoir quoi négocier. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, quelle est ta valeur, combien tu vaux, qu'on chiffre tes résultats, etc. Apprends à négocier, apprends, voilà, à quoi négocier en fonction, etc., de toi, etc., en fonction de ta situation. Et ensuite, à la fin, on a un atelier sur comment bien t'exprimer, comment améliorer ta posture, etc., pour réussir ta négo, et surtout des techniques et stratégies de négociation, voilà, que tu peux utiliser D'accord. pendant ton entretien. D'accord, très bien. Donc, du coup, vous complétez assez bien avec Lina. Et justement, tu parlais de technique de négociation. Est-ce que tu en as une à partager avec nous? Déjà sur, tu sais, quand je disais que c'est super important d'écouter l'autre et d'entendre Ouais. l'autre parler pour comprendre ce qu'il veut. Alors, il y a une astuce pour faire parler un peu plus les gens qui, est assez, qui fonctionne assez bien, qui peut sauver Ouais. dans pas mal de situations. C'est par exemple, imaginons, voilà, on a une conversation et tu vas me dire, je sais pas, tu arrives chez moi et tu as oublié quelque chose. Mais ok, Alix, j'ai oublié mes clés. J'ai oublié tes clés. Voilà. On va dire que tu es en tort et que moi je suis en raison. Et du coup, là, je vais te répondre, je vais te dire, ah, tu as oublié tes clés. Et voilà, c'est l'intonation pour reprendre la fin de la phrase. Et dans l'intonation, si je te dis, ah, t'as oublié tes clés, tu vas te sentir un peu obligé. Bon, là, ça fonctionne pas parce que tu es au courant, mais je te jure, dans une situation, tu vas te sentir obligé de rajouter des éléments en disant, oui, en fait, c'est parce que j'ai oublié mes clés, parce que j'étais pressée, etc. Ah, Ouais, je t'étais vois ce que tu veux pressée dire. de... Voilà. Et ça, c'est une petite astuce de reprendre la fin de l'autre et de la laisser traîner qui te permet d'avoir davantage d'informations. C'est redoutable. D'accord. C'est redoutable en début d'entretien. Autre petite astuce qui permet, tu vois, quand tu sors d'une pièce, imaginons on se rencontre, voilà, tu sors d'une pièce et tu dis, ah,
j'ai bien fité avec Alix. Je l'ai bien aimé. Genre, tu vois, il y a quelque chose voilà, qui fait que je l'aime bien. Mhm. Mais en fait, tu peux provoquer un peu ce sentiment avec l'effet miroir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est de se dire, je vais t'observer et je vais essayer de reprendre des mimiques que tu as. Donc, le but, c'est pas de singer l'autre personne, sinon, en fait, je pense que tu vas juste sortir et que tu auras des problèmes. Ne faites jamais ça. Hein. Non, non, non. Mais Ça, elle est un peu bizarre, celle-là. exactement. Mais on a tous des tics de langage, on a tous des Ouais. tics un peu corporels. Et ce qui fonctionne d'ailleurs le mieux, c'est les tics corporels. Et si je reprends un Ah peu oui, tes tics corporels, ça va faire un effet miroir et tu vas dire, ah, elle me comprend, on est branché sur la même fréquence. Et Mhm. tu vas avoir l'impression, voilà, qu'il y a un bon feeling, en tout cas entre nous. Pareil pour les mots, si tu emploies un mot ou deux assez régulièrement, et que je les remarque, je peux les utiliser une ou deux fois au cours de ma conversation. Effet miroir. Tu vas m'apprécier un peu plus. Ce qui va me permettre voilà, d'effacer d'inverser en tout cas la tendance et d'avoir ce bon sentiment que tu auras envers moi. Et dernière astuce qui du coup arrive enfin, c'est un peu voilà, 1, 2, 3, c'est l'effet du silence Ouais. qui est ultra important. Parce qu'on déteste en tant qu'être humain le silence. C'est malaisant, on n'est pas Mhm. habitué, on C'est regarde vrai. partout, on se gratte, etc. Là, c'est quand tu vas énoncer combien tu veux. On dit un peu que celui qui parle perd. C'est si je te dis, OK, Fatima, je veux 90K. Ouais, Et la c'est ce qu'on... silence. Et là, Et, c'est ce qu'on m'a dit, effectivement. On m'a dit que c'était une très bonne technique. Tu annonces combien tu veux et exactement. silence, tu ne dis rien. Et il y a vraiment plein de petites astuces. Moi, j'adore. Genre, franchement, je me bouffe des livres de négo, de compréhension du cerveau humain. Bon, Ouais. c'est l'INA un peu moins. Je trouve ça super intéressant. Tu peux pas l'utiliser tout le temps. C'est pas de la manipulation. C'est juste des petites techniques qui peuvent t'aider et renverser la tendance, en fait, en utilisant le comportement humain qu'on a un peu, voilà, qu'on a tous en tant qu'individu. Et ça peut être très utile et pas forcément pour négocier son salaire aussi, mais dans énormément de situations. De situation. Exactement. Bah, merci pour les techniques, hein. Donc, on retient. Dis-moi, donc, du coup, pour revenir justement donc, à votre, à la moisson, donc j'avais vu qu'il y a deux, effectivement, formations. Il y a une première que vous appelez la récolte. Donc, c'est Mhm. une formation, c'est ça, de 4 heures derrière, donc c'est vendu à 689 €. On a 4 heures, donc ça nous apprend donc les techniques justement pour pouvoir mieux négocier notre salaire. Avec. Exactement. Alors, 689, juste pour rectifier, c'était avec un partenariat qu'on faisait avec Woman First, qui était cool parce qu'il D'accord, rajoutait aussi un peu de contenu. Nous, sinon, initialement, elle est à 489. Mais oui, d'accord. effectivement, c'est une formation du coup de 4 heures et demie. En fait, on rajoute des modules un peu régulièrement. Qui vont parler de 10 milliards de trucs. Donc forcément, par exemple, si tu as ta négo demain, tu vas avoir toute la trame sur comment construire ta négociation, placer des arguments, les connaître, etc. Travailler sur toi. Il y aura tout le travail dont on a un peu parlé, beaucoup de livrables, de templates pour que toi, tu puisses aussi déceler Mhm. tes limites et les comprendre. Et en fait, on a voulu rajouter une petite touche d'inspiration, parce qu'on pense que c'est important. Et c'est cool de vouloir devenir la meilleure version de soi-même aussi. Et on a rajouté, par exemple, on a Mathieu Stéphanie qui intervient sur la Oui, j'ai vu, négociation. oui. On a Steph qui de Radio Jab, je sais pas, peut-être que tu connais son Oui. podcast, qui intervient sur le personal branding et l'alter ego effect dans le power tweet et l'alter ego effect. Tu vois, typiquement, je t'en ai parlé, mais c'est elle m'a vendu ce concept et je me suis bouffé des bouquins aussi dessus après. On a pas mal d'intervenants voilà, qui interviennent et qui parlent de sujets annexes, mais qui sont un peu sur la confiance en soi et vraiment comment demain tu t'épanouis professionnellement et comment tu réussis ta prochaine négo, mais aussi toutes tes futures négociations. D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait des très beaux intervenants aussi, justement. Ouais, Donc, et il y avait donc il y a une seconde formation, vous ouais, l'appelez Isidore. Donc la là, Messidor. pour le coup, donc ça c'est une offre que vous proposez gratuitement et sur laquelle donc, vous avez seulement un pourcentage en fonction de la négociation que réussit à obtenir la femme. C'est bien ça? Alors voilà, à la base, c'était vraiment notre seule formation. C'était le cœur de la moisson, c'est juste qu'en fait, on a eu des clients qui avaient d'autres besoins, des besoins un peu immédiats et on ne pouvait pas former autant de femmes. Mais c'est vrai, c'est vraiment le principe de se dire, mais écoute, c'est une problématique en soi, tu vois, genre, je veux dire, on Et, n'est pas, et là, c'est un accompagnement, hein. c'est un accompagnement. On n'est pas censé tout savoir négocier et nous, on veut aussi,
aider de notre manière et se dire, on n'a pas toutes les moyens de se payer une formation, tu vois, à 2000 balles ou un coaching personnel. Donc là, on va te former gratuitement pendant 1 mois. Avec des coachs, donc vraiment tu vas avoir un suivi super personnalisé, on va travailler vraiment un peu sur l'ambition, sur ta négo, ta situation professionnelle, comment est-ce que tu vas atteindre des meilleurs postes. Tu passes ta négociation et après, si tu réussis à renégocier, dans ce cas-là, tu nous rémunères. C'est un peu un cercle vertueux qu'on a essayé de créer économique, c'est-à-dire qu'en fait, on te suit, on te soutient à 2000%, on s'investit à 2000%, et du coup, si on s'est bien investi, si tu réussis, nous, on fait partie un peu de ta réussite. Et c'est aussi dans l'idée de se dire, toutes les femmes qui réussissent à renégocier, payent un peu pour celles qui n'ont pas réussi et permettent, en tout cas, à d'autres femmes de bénéficier de ce programme. Et ça, c'est un programme talent qu'on offre pour 10 femmes qu'on sélectionne sur la motivation. Et on le fait environ tous les 2-3 mois par promotion. D'accord, très bien. C'est comme ça que vous avez construit dès le départ votre business plan, c'était sur cette partie. C'était seulement pour ça. Les investisseurs détestent ce business model. Mais tu vois, genre typiquement, quand je te dis que je voulais faire quelque chose qui avait du sens, c'est aussi permettre de rendre accessible quelque chose qui n'est pas forcément pour toutes. Et le coaching, c'est cher. Se faire coacher, bénéficier d'une formation, c'est pas gratuit et c'est pas à la portée de tous. Et là, on parle d'une problématique finalement commune, quoi, une problématique qui touche toutes les femmes. Donc le but, c'est d'aider toutes les femmes et d'essayer de faire à notre manière. Puis après, oui, la récolte, bien sûr, on avait des personnes qui nous appelaient paniquées en disant mais j'ai mon entretien dans 3 jours. Là, on est parti sur un business un peu plus normal, on va dire, normalisé. Ouais, des formations. Exactement. C'était un peu entre guillemets standard avec de la vidéo à suivre, etc. Voilà. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 1 an, c'est ça? Mais tu sais quoi, je crois, attends, je vérifie la date. Je crois qu'on a lancé notre formation. Attends, que je te dise pas de bêtises. Ouais. Je crois qu'on l'a lancé le 24, donc ça fait 2 jours. Mais ouais, c'est la semaine vraiment de notre première formation. Ah, c'est la première là que vous avez lancée? C'était il y a un an. Il y a 1 an que vous avez lancé, d'accord. Okay. La première formation. La première formation. Et vous en avez fait combien en 1 an? On en a fait 6. 6, d'accord. Donc vous avez accompagné quoi, une soixantaine de femmes? On a accompagné 60 femmes par le biais de cette formation. On en a accompagné un peu plus avec la récolte. Et en fait, on propose aussi régulièrement des interventions, des ateliers dans des écoles, dans des entreprises pour négocier avec des petits workshops, ateliers pratiques pour apprendre la négociation. Donc un peu plus finalement. En tout cas, dans notre communauté, parce qu'on a une communauté après où on fait justement beaucoup d'ateliers. On s'éloigne des fois un peu de la négo. Hein. Là, le dernier atelier, c'était sur comment s'organiser en fonction de son cycle menstruel. Donc, totalement différent. D'accord, ah oui, c'est différent. C'est toujours dans le but de devenir plus productive, s'améliorer, etc. Ou comment mieux investir. D'ailleurs, je crois qu'on va recevoir Hélène qui va passer. Donc, comme quoi, ça se croise et ça se recroise. Oui. Mais voilà, c'est vraiment toujours dans le but de s'épanouir. Une fois que tu as suivi ta formation, c'est cool, tu sais négocier. Maintenant, tu vas t'améliorer dans tous les pans de ta vie que tu veux. Et surtout avec le rapport à l'argent, d'ailleurs. Totalement. Mais est-ce que vous, la question après répond ou pas, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est assez rentable votre business? Alors nous, on a eu de la chance de pouvoir démarrer avec un business angel qui nous a aidé aussi à commencer à bien démarrer. Donc je pense qu'en tout cas, on a été chanceux sur ce coup-là. On arrive du coup à être rentable. Après, il y a encore toutes les histoires de salaire, etc. qui arrivent pour nous. Mais voilà, on a eu de la chance d'être accompagnés par un business angel. Donc, pour l'instant, ça va. Puis on a toutes génial, les deux. Parce qu'en 1 an, vous avez fait quand même... ça a bien tourné, quoi. Ça a bien tourné, on peut toujours s'améliorer, mais ouais, on est contente. Il y a un besoin, en tout cas. Et en tout cas, je suis contente de pouvoir répondre à cette problématique et des fois de recevoir des messages de femmes qui ont réussi à avoir de belles augmentations. Et est-ce que vous allez justement vos formations élargir un petit peu le spectre ou pas? En même temps, parce que comme tu disais, la négociation, c'est dans tout, hein, dans la vie, c'est pas, ça va plus loin, j'ai l'impression. Exactement. Tu dis, c'est pas que le salaire, quoi, c'est dans tout. En fait. Alors, je pense qu'on va rester focus parce que, tu sais, je crois qu'en entrepreneuriat, t'as tendance à te défocus très rapidement parce que t'as 10 milliards d'idées qui arrivent à la seconde, tu veux tout lancer et en fait, c'est juste pas possible. C'est l'erreur qu'on a voulu faire au début, ça fonctionne pas, tout simplement. Voilà, à moins que t'aies une équipe de 100 personnes dès le début et même pour te structurer toi-même, c'est pas le bon plan. Donc, on va rester sur de la négociation de salaire. On travaille avec des partenaires qui, eux, font de la négociation.
Par contre, oui, on va potentiellement, en tout cas, élargir notre spectre d'intervention pour les hommes aussi. Donc, notre formation gratuite restera, elle, 100% pour les femmes. Ça sera toujours ça. Par contre, ouvrir des ateliers pour les hommes parce qu'en fait, les hommes aussi ont des problématiques pour Ouais. négocier. Il n'y a pas que les femmes. C'est différents aspects. Et il y a une demande qui est différente. Donc, il faut adapter l'offre, vraiment. D'ailleurs, un homme ne négocie fondamentalement pas de la même manière qu'une femme. Ça dépend, il y en a, mais voilà, comme tu disais, les femmes étaient tournées vers l'autre, l'homme un peu plus, voilà, on n'a pas été éduqués de la même manière, mais on a beaucoup d'hommes qui viennent, en fait, beaucoup d'hommes qui viennent et nous disent, j'ai besoin de négocier, est-ce que je peux suivre la formation? Et à chaque fois, on leur dit non. Et je trouve que c'est Ah oui. dommage. Donc, donc on va peut-être ouvrir et adapter un peu notre offre pour les hommes qui souhaitent eux aussi négocier et qui ont eux Ah aussi oui, des fois des problèmes de légitimité. totalement. Totalement, ouais. Tout à fait. C'est vrai que s'il y a une demande, ce serait dommage de ne pas y répondre. Ouais. Et très bien. Et aujourd'hui, les leviers de communication que vous utilisez justement pour vous faire connaître, c'est lesquels? Alors, aujourd'hui, on utilise beaucoup LinkedIn. C'est vrai Ouais, qu'on forcément. communique aussi beaucoup, nous, à titre personnel, sur nos réseaux, sur nos LinkedIn, etc. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui viennent de ce biais parce qu'elles connaissaient Lina ou qu'elles me connaissaient, elles ont vu un post passer. On utilise aussi, on commence à utiliser Instagram. Donc ça, c'est pas, voilà, on est un peu en retard. C'est vrai qu'on s'est pas focalisé sur la communication. Ça a peut-être été une erreur de notre part, mais en fait, on voulait vraiment comprendre le besoin, Ouais. comprendre vraiment. Tu vois, puis même quand tu fais une formation payée au succès, il faut que tu attendes 2-3 mois après pour voir si vraiment ça fonctionne. Donc, on a vraiment voulu apprendre nos apprentissages, voir, etc. Et là, on commence à vraiment bien communiquer en faisant voilà, tout ce qui est LinkedIn, accroître nos réseaux, commencer à faire des ateliers, des événements. Donc là, je t'ai dit, on en a eu sur le cycle menstruel, on va en avoir un sur comment investir. Voilà, commencer à faire un peu bouger Oui, les à faire, choses. à bouger les Mais choses. c'est vrai que pendant un an, on était assez En voilà, observation. Ouais, sous-marin. Mais ça va sous-marin. commencer, on nous voit de plus en plus et le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien. Nous, je crois que ça fait 80% de nos clientes. Ouais, et du coup, justement, par exemple, les 10 personnes, sur un an, donc vous avez fait une soixantaine de femmes que vous avez accompagnées. En termes de pourcentage de réussite de négociation, derrière, vous êtes à combien? Je pense qu'il faudra déjà que je prenne pour la Messidor parce que c'est vraiment là où on a un Oui, je suivi parle, des femmes. ouais, je parle vraiment de la Messidor, ouais, pour le coup. Alors, tu sais quoi, je pense que j'aurais pas le chiffre exact. Je pense qu'on doit être autour de 60-65%. Parce on a eu un use case qui est apparu, qui n'était pas forcément le but de la formation. On a beaucoup de femmes qui ont quitté leur job après. Qui ont dit, Ah, en d'accord. fait, j'ai réalisé que j'étais pas bien. Et tu vois, quand je te parlais d'objectifs, et c'est pour ça que maintenant, on fait un gros point dessus. En fait, D'accord. il y a beaucoup de femmes qui ont dit, mais en fait, c'est pas là où je veux être, tu vois. C'est genre, c'est pas l'argent que je veux. C'est pas de plus d'argent dont j'ai besoin. C'est d'un nouveau job, d'une nouvelle place. Et donc, on les a accompagnés dans leur transition et puis on commence à travailler aussi avec des partenaires parce qu'on se rend compte aussi que, du coup, Ah, bah oui, franchement, on c'est a toujours presque, intéressant. mais on a presque tout le temps une ou deux femmes de notre formation qui changent Qui quitte d'objectif. son genre, finalement, ouais. Soit qui quitte son job, soit qui finalement, en fait, on en a même une qui a refusé une augmentation de 13K. Parce qu'en Ah fait, ouais? elle est partie en... Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand je l'ai au téléphone, j'étais... Ah bon? Ok, d'accord. Pourquoi? C'est pourquoi, ouais. Et en fait, parce qu'elle s'est dit, mais ok, c'est mon objectif court terme. C'est cool d'avoir de l'argent. Elle était un peu plus jeune, elle avait 35 ans. Mais en fait, mon objectif long terme, moi, c'est de bosser sur ce continent, d'aider je sais plus, elle était dans les RH, d'accroître en gros la visibilité des talents. Et il y a une branche de mon entreprise justement qui vient de s'ouvrir. J'ai passé un entretien, c'est beaucoup moins bien payé parce que c'est pas là où je veux être. Mais en fait, c'est là où je veux être et c'est surtout ce qui va me permettre d'accéder à ce que je veux faire dans 5 ans. Donc, c'est un peu le pourcentage caché qu'on a et on a toujours vraiment une ou deux femmes de nos formations qui finissent par prendre des chemins inattendus, mais c'est Mais génial, c'est franchement, génial, ça moi, veut dire que oui, la formation, elle va beaucoup plus loin que juste apprendre à négocier. c'est une prise de conscience, quoi. une prise de conscience aussi sur ce qu'elle a envie de faire ou si elle est au bon endroit au bon moment. Donc ça, Mais j'ai envie de te dire, une fois que tu te légitimes, une fois que vraiment tu dis, mais ok, genre, je vaux ce que je vaux, ouais. t'oses. Et en fait, t'oses aussi un peu accomplir ces petits rêves ou ce petit illusion que t'as depuis quelques temps. C'est dire, mais en fait, te réveiller, mais je suis pas là où il faut que je sois, quoi. Je vaux plus, ou en tout cas, je vaux mieux
quelque chose de mieux pour moi. Et Ouais. donc là, t'empruntes un peu ce cheminement et moi, j'en suis ravie. Hein. Et des fois, j'ai des nouvelles d'elles et au moins, après, elles ont appris à négocier. Donc après, elles renégocient plein de fois tout le temps pour plein de trucs. Exactement. Ouais. Au moins, elles ont appris ça, donc ça va leur servir pour après. Exactement, ça sert toujours. Ouais, je reviens, comme on en parlait au début, de tout ce qui est négociation salariale, c'est très important de négocier très bien au départ parce que Ouais. ce qu'on en avait parlé avec Hélène, c'est que ça a des conséquences aussi si tu Mmh. négocies mal dès le départ. Hein. Parce que c'est plus difficile après de remonter au niveau de ton salaire sur le long terme. Ou en tout cas, rattraper le retard est un peu plus compliqué. Et puis, ça a des conséquences par la suite sur tout ce qui est investissement, tout simplement. Si je veux investir Exactement. au niveau immobilier, en bourse, en crypto, ce que tu veux, même laisser un héritage ou arriver aussi en fin de carrière à avoir une retraite. Mais On ouais. avait dit avec Hélène qui est en dessous, en moyenne, on gagne beaucoup moins à la retraite que les hommes, parce que justement, on n'a pas fait ce travail-là dès le départ. Donc ça, je trouve que ça, c'est un C'est objectif c'est qu'il faut se super mettre. important. Et en plus, pour être très transparente avec toi, c'est difficile. C'est difficile de rattraper un retard. En tout cas, au sein de Ouais. la même entreprise. Et on a eu le cas d'une femme qui avait 15 cas de différence avec son mari qui était dans la même entreprise, dans la même entité, dans le même secteur, dans le même job. Genre, vraiment. Ouais. Et là, je rigole pas. Je trouve toujours cette situation un peu effarante dans une grosse boîte en plus française, assez connue. Parce que en fait, elle est rentrée et elle a pas bien négocié au départ. Et en fait, du coup, elle s'est retrouvée. Bah, on a essayé de travailler, on a essayé de rattraper son retard, mais quand t'as 10, 15 cas de différence, c'est Ouais, compliqué même pour c'est une compliqué. entreprise au sein des entités DRH de rattraper ce retard. Et puis effectivement, mais ça, t'as totalement raison, pour l'investissement, pour la retraite. Moi, c'est un sujet que j'aime à titre personnel. On peut pas tout faire à la moisson et tu vois, Hélène le fait très bien avec sa boîte, donc je pense qu'il y en a qui vont le faire 10 milliards de fois mieux que, moi, que nous. Euh, mais c'est vrai que ça a un impact. Euh, Même quand je vois mes copines, etc., en termes d'investissement, bah ouais, enfin, c'est compliqué. Après, tu peux toujours le faire. Il faut avoir la culture de se dire, bah, par mois, en fait, je mets 200 euros, 300 euros en fonction de son porte-monnaie en investissement, tu vois. Après, il faut connaître ça aussi, mais ça a un impact, forcément. Et puis, l'investissement aujourd'hui, tu vois l'inflation du livret A. Heureusement enfin, il faut investir. Genre, enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Il le Ouais. faut, mais il faut avoir les moyens pour. Et un homme, du coup, aura plus les moyens d'investir. En plus, sera plus dans une situation où il voudra investir qu'une femme. Et c'est compliqué à rattraper. Ouais. Donc là, c'est une bien belle mission que vous avez parce que vous arrivez en amont. Donc, négociez bien pour pouvoir ensuite aller du côté de Hélène vers C'est l'investissement, quoi. exactement, mais c'est Donc, exactement ce que je ça, leur dis aux femmes. Hein. C'est que je ça, leur dis, ça encore. Donc, demandez votre augmentation, puis après, si vous n'avez pas quoi en faire, bah du coup, nous, on a un atelier qui arrive qui vous en apprend à investir cet argent. investir après, c'est bien. Ouais, c'est super important. Bah, Ouais. merci beaucoup. Je voudrais savoir, Alix, donc du coup, c'est quoi vos prochains défis là, avec la moisson sur 2022? Parce qu'on est en tout début d'année encore. Exactement, j'adore les débuts d'année, je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire, c'est Ouais, un peu une exactement. page vierge, je trouve que c'est super excitant sur les débuts d'année. Et du coup, nous, ça va être de stabiliser notre modèle, parce que là, ça fait 1 an qu'on existe, donc on a fait Ouais. un peu les test and learn, ça fonctionne. Maintenant, stabiliser et vraiment faire un pas vers la croissance pour aider le plus de femmes possible. Voilà, donc doubler, tripler le nombre de femmes qu'on a pu aider en 2021, ouais, 2021. Et je pense que c'est le plus grand objectif. Voilà, se stabiliser, stabiliser notre équipe interne et puis faire croître, croître, croître. C'est l'objectif, mais j'espère que c'est l'objectif. Enfin, je pense que c'est l'objectif un peu de tout le monde. D'accord. Vous êtes combien maintenant à la On moisson? est, on est quatre. On est quatre au sein de la moisson. Et j'espère qu'en tout cas, voilà, ça va continuer. Et puis agrandir aussi notre communauté. Tu vois, ça, typiquement, je pourrais le rajouter. En 2021, on l'a construite, mais on n'était pas focus sur ça parce qu'en fait, on était vraiment focus sur notre produit et déjà se dire que chaque femme qui prend la formation est 100% satisfaite. C'était vraiment notre objectif. Et donc maintenant que on a déjà 150 femmes dans notre panel, de se dire ok, on va alimenter la communauté et tu passes encore une fois, de la négociation, c'est toute ta vie et l'amélioration de toi, c'est toute ta vie. Donc comment bosser dessus. Est-ce que tu peux nous citer une femme qui t'inspire dans l'entrepreneuriat? Alors, du coup, je me doutais très bien que tu allais me poser cette question. Et j'ai réfléchi un peu. Et je sais pas si la réponse va te plaire ou pas. Moi, j'ai du mal à être inspirée par les femmes de l'entrepreneuriat.
bien, elles ont des parcours incroyables, hein, attention à ce que je dis, c'est plus que je suis souvent inspirée par des femmes qui sont proches, dans mon Proche, cercle ouais. proche, ou tu vois, etc. Par contre, du coup, j'ai un peu réfléchi. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a une femme, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, quoique on peut dire que c'est de l'entrepreneuriat, c'est Aya Nakamura. Euh, voilà, totalement à côté. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, bah, tu vois, là même, je suis à Abu Dhabi, je fais le podcast depuis Abu Dhabi. Quand tu sors, c'est elle que t'écoutes. Hein. C'est pas, je sais pas qui d'autre. On l'entend partout. Chaque fois où, chaque place où je vais, Ah ouais? partout dans le monde, je l'entends. Et c'est dingue parce que cette femme, elle a construit un empire. Vraiment, elle vaut je sais pas combien, qu'on l'écoute ou qu'on l'écoute pas, hein, qu'on aime sa musique ou pas, c'est pas la question. Mais par contre, dans l'Eurovision, dans la chanson française, sur les plateaux de télé, elle est méprisée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on voit pas beaucoup de femmes noires. On en voit peu qui réussissent autant, parce que c'est vraiment une réussite française, et qui est aussi blâmée et méprisée constamment. Et donc moi j'admire, tu vois. Moi j'admire cette femme qui continue quand même, qui malgré toutes les critiques qu'elle se prend, Elle continue, avance continue. et est en train Ouais. de construire un énorme empire. Et en plus profite à la notoriété française. Encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas toutes voilà, les chanteuses, les chanteurs qu'on écoute à l'étranger. C'est Aya Ouais. Nakamura. Ouais. Mm. Oui, c'est malgré le fait qu'on te méprise, au moins, de toute façon, elle reste focus, quoi. C'est son C'est truc ça. et c'est ça. Et Peu c'est importe. difficile quand tu es une femme, quand tu viens d'une minorité en plus. Vraiment, moi, je sais que c'est un sujet, bon, après. Je Ouais, vais qui dire, te... forcément, ça me touche. Euh, voilà, c'est difficile d'être une femme à succès. Et c'est Mm. difficilement accepté, surtout. Mais il faut que ça change, quoi. Et moi, je rêve d'avoir plus de femmes noires qui réussissent. Et je trouve ça tellement triste qu'on blâme ce type de figure, même pour la représentation des femmes, et se dire, mais ouais, je peux réussir, quoi. Je peux construire Ouais. un empire. Et que Oui, t'aimes ou pas, encore une fois, que les paroles soient françaises ou pas, c'est peu importe, c'est un modèle, quoi. C'est de montrer qu'on peut exactement. réussir, peu importe nos origines, d'où on vient, donc on peut y arriver. Exactement. Je trouve qu'il y a un message plus fort derrière que c'est les paroles de ces musiques qui, bon, sont cool quand, en discothèque, que j'écoute pas forcément en train de lire un livre, mais je trouve qu'il y a un message fort derrière. Et il y a encore des progrès à faire en France par rapport à ça. Je suis d'accord. On va faire un sujet dans l'épisode, un épisode là-dessus. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne? On va dire, je pense que c'est vraiment oser. Toujours, toujours. Et c'est toujours quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien dans ma vie. Des échecs, je sais pas combien j'en ai eu, mais ça en tout cas, c'est plus que mes 10 doigts de la main et mes 10 doigts de pied. Et j'en aurai encore des milliers. Mais vraiment, ose. Ose, fais-le. Et détache-toi du regard des autres, parce que plus tu te détaches, plus tu oses, et plus tu as l'occasion d'être 100% toi. Et franchement, ça va être un peu deep ce que je vais dire, mais quand tu fermes les yeux à la fin de ta vie, t'oublies que, je sais pas, Marie-Joseph a parlé sur toi lors d'une réunion, mais tu regardes juste ce que toi t'as accompli. Et ça serait dommage de fermer les yeux et de se dire, je l'ai pas fait parce que j'avais peur que Marie-Joseph dise ça sur moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le point, oser, on s'en fiche des autres et fais ce que tu veux pour toi. Il y a que toi dans ta vie aujourd'hui. Donc voilà. Exactement. Et puis si tu as eu des échecs, c'est aussi parce que tu as osé quelque part. Exactement. Il y a pas de succès sans échec, hein. Tu sais, on Exactement. parle souvent des La tous les culture entrepreneurs. de l'échec ici est mal vue, Mais mais vraiment. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais tu sais que moi, je regrette de pas avoir plus d'entrepreneurs qui échouent. En tout cas, quand je dis que je regrette de les voir échouer, non, mais de les voir médiatiser. Ouais. Parce que on voit toujours un entrepreneur qui arrive et qui a dit ah ouais, mais en fait mon entreprise a failli couler il y a 6 mois, mais là je suis vainqueur, etc. Ok, mais il y en a combien d'entreprises qui réussissent à déjà survivre après 5 ans? Donc c'est bien d'être inspiré, mais je pense que c'est bien aussi de montrer que ouais, on peut échouer et c'est pas grave. Et il y en a plein qui échouent au quotidien et tu sais, ne pas te renfermer toute seule. C'est comme les podcasts. J'en discutais hier, un podcast en moyenne à 7 épisodes. Et Ouais. c'est bien d'en parler. En fait, de dire c'est pas grave. J'ai fait un podcast, ça a pas continué, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Et toi-même, je trouve que ça t'encourage à oser parce que tu dis je suis pas seule dans l'échec. Et c'est ouais, comme tu dis en France, on le fait pas souvent, pas assez suffisamment en tout cas. Pas assez. Ouais, exactement. Est-ce que justement tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu aimerais partager avec nous? Moi, j'adore la philo. Et j'ai pas le temps. Tu vois, c'est toujours un regret, par contre, et je pense qu'un jour je le ferai, de pas avoir pu suivre une licence de philo.
Je trouve que ça explique et ça rationalise beaucoup de comportements humains. Et vu que j'ai pas le temps de lire énormément et même des fois d'avoir tous les outils de compréhension nécessaires pour les auteurs, qui sont des fois assez complexes, j'écoute 2 podcasts très souvent. Un, c'est connu, du Précepteur, je pense que tu connais, super cool. Un autre un peu moins connu qui s'appelle La philosophie pratique de Charles Pépin, et qui normalise et qui amène des sujets de la vie de tous les jours, par exemple la fête, et qui le traite sous un regard philosophique ultra intéressant. Et voilà, moi c'est vraiment, voilà, en tout cas c'est ce qui m'aide au quotidien. Je m'en écoute toujours 1 ou 2 par jour, des fois sur d'autres chaînes. Mais voilà, Thinkerview aussi est assez cool pour diversifier Ouais, ses opinions. Et c'est bien de diversifier ses opinions parce que quand on est sur certains réseaux, ça va toujours dans la même ligne, et c'est bien de voir qu'on est tous différents et qu'il y a plein d'opinions il y a- différentes et que c'est pas grave et qu'on peut les accepter sans être d'accord. ouais, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Alix. Si on veut t'écrire, Alors sur LinkedIn, c'est vraiment le plus simple, sur Alix Bifo. Et sinon, me contacter sur mon adresse email La Moisson, un peu plus pro, donc alix@lamoisson.club. Mais ouais, sur LinkedIn, c'est ouais, là où je suis plus active. c'est le plus actif. D'accord. Je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, je te remercie pour l'invitation. Je trouve que c'est un sujet vraiment super important. La négociation. Allez négocier, s'il vous plaît. Osez négocier, que ce soit votre résolution 2022, il faut le faire. Et ça va plus loin que seulement une augmentation, c'est pour vous. Faites-le pour vous, osez y aller, et je vous assure qu'après, vous allez être tellement fiers de vous que ça en vaut la chandelle. Et Exactement. ne pas avoir peur du non. Un non ne tue personne. Par contre, ne pas oser peut engendrer une frustration qui, elle, peut être destructrice sur le long terme. C'est ça, très bien. Merci beaucoup. Donc, toutes celles qui nous écoutent, eh bien, osez. Voilà, le message est passé. Merci, Alix. Merci beaucoup d'avoir Merci pris pour du temps. l'invitation. C'était très intéressant. On a appris, je pense, pas mal de choses. Et c'est un sujet, comme tu dis, ô combien important pour les femmes. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.